Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir derrière le micro de Bulle de Bonheur, Clara Guémard. Bonjour Clara. Bonjour Raphaël. Au passage, j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil à notre chère amie commune Véronique qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer. Alors, merci Véro. Salut Véronique. Alors Clara, tu es cofondatrice de Raise avec Gonzague de Glinière. C'est une entreprise pionnière de la finance engagée en France où l'on partage l'expérience, la réussite et la passion d'entreprendre. Ça, c'est des choses qui me plaisent bien en tant qu'entrepreneur. Tu as été présidente et CEO de General Electric France de 2006 à 2016 et tu as auparavant occupé différentes fonctions au sein de la haute administration, notamment celle de présidente de l'Agence française pour les investissements internationaux. Clara, tu es également membre du conseil d'administration de Bouygues et de LVMH et tu as été présidente de Women's Forum de 2015 à 2018. Et enfin, tu es l'auteur de 5 livres, dont Ma Francigena en 2024 aux éditions à part. Et c'est aujourd'hui où nous allons nous attarder autour de ton dernier livre, donc qui est paru tout récemment. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors, la première question que j'avais envie de te poser, Clara, c'est dis-moi, ce chemin de la Francigena, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un chemin qui était très très connu au Moyen Âge, et qui était beaucoup plus connu que Saint-Jacques-de-Compostelle, que le chemin de Compostelle que tout le monde connaît, parce que c'était le chemin qui menait à Rome et ensuite à Jérusalem. Et par exemple, les croisés sont tous passés par ce chemin-là. Alors il a été rendu célèbre par un évêque qui s'appelle Childéric, qui en l'an 900 et quelques a écrit son chemin. Il partait de Cantorbéry pour aller à Rome, pour obtenir son accréditation pour être archevêque de Cantorbéry. Et le pauvre, il a été obligé de faire le chemin plusieurs fois parce qu'à chaque fois, il revenait avec son papier, c'était pas le bon. Et il a fini par écrire son trajet qui part de Cantorbéry, qui fait Douvres, qui traverse la France, la Suisse, et qui ensuite arrive en Italie. Et moi, j'ai fait la Francigena italienne, c'est-à-dire que je suis partie du col du Grand Saint-Bernard, qui est Mhm. la frontière entre l'Italie et la Suisse, et qui permet de descendre la, la vallée d'Aoste, la plaine du Pô, ensuite qui traverse les Apennins, qui traverse cette fameuse Toscane que tout le monde connaît, et le Latium pour arriver jusqu'à Rome. Donc c'est environ, le trajet complet de la Francigena, c'est 3000 kilomètres, il faut au moins 3 mois. J'ai croisé des gens qui étaient partis de Cantorbéry et qui arrivaient à Rome. Et moi, j'ai fait 850 kilomètres. À pied, j'en ai fait 650 parce que je n'avais qu'un mois. Donc j'étais obligée de prendre 2 fois le train. Et j'ai choisi d'écourter la plaine du Pô parce que c'est long et plat. Et puis la partie sur la côte adriatique parce que c'est très touristique et que j'étais plus dans l'idée d'être dans la campagne. Mhm. Mhm. Oui, donc quelque chose qui, quelque part, t'a extrait du monde pendant un mois, en fait. Alors, extrait du monde, non, je vais pas dire ça parce que la Francigena, c'est un chemin qui traverse l'Italie oubliée. On a l'impression d'être dans la France des années 50, avec plein de petits villages qui sont encore habités, qui ont leur café, qui ont la petite épicerie du coin, comme ça n'existe plus en France. Il y a encore des petits vieux, des gamins qui courent. Et l'Italie, c'est un gigantesque verger. Il y a peu de territoires très sauvages, sauf bien sûr si on va dans les Alpes italiennes. Mais c'est une terre assez peuplée et peuplée depuis des millénaires. Et on y voit tous les vestiges des villages oubliés, certains qui sont des villages abandonnés, qui sont dans les hauteurs, avec toutes les constructions pour capter l'eau. Donc c'est pas un voyage into the wild. C'est au Mhm. contraire un voyage dans une terre sublime. Je pense que l'Italie, c'est un des pays au monde où l'harmonie entre l'homme et la nature est la plus complète. Mhm. Qu'est-ce que tu entends par cette harmonie entre l'homme et la nature?
Mais mis à part les grandes plaines, notamment la plaine du Pô, où il y a des énormes tracteurs, où l'industrie agricole a pompé la terre et on a tiré la rend presque morte hein, avec les engrais, enfin tout ce qu'on connaît de l'agriculture intensive et extensive. L'Italie reste un verger où c'est des petites parcelles. D'abord, l'Italie est très très montagneuse, on l'oublie. Hein. L'Italie, il y a une colonne vertébrale qui s'appelle les Apennins, qui est cette montagne qui traverse du nord au sud toute l'Italie, qui est d'ailleurs une montagne magnifique avec des sommets assez hauts, hein, 2500 mètres. C'est très très vallonné. Et l'Italie il suffit de regarder les paysages de Toscane où on Oui. voit qu'il y a cette harmonie entre les champs de blé, les vignes, les figues, en fait, toutes les différentes plantations, et quand même encore une nature qui respire, avec un paysage qui est juste de toute beauté, des villages qui ne sont pas abîmés par des ronds-points et des supermarchés, qui restent... tout est beau, il y a rien qui enlaidit. Et ça, c'est la magie de l'Italie. Alors, de l'Italie que traverse la Francigena, qui est une Italie oubliée même par les Italiens. Je lisais dans ton livre que j'ai beaucoup aimé que c'était un de tes rêves que de faire ce chemin. Dis-moi, ça fait quoi de réaliser un de ces rêves? Alors, c'était il y a 13 ans, on était partis en vacances en Italie et en me baladant, on avait loué une petite maison en Toscane et en me baladant parmi les champs de blé, j'ai vu cette pancarte, une pancarte en bois avec un petit bonhomme en pèlerin et il y avait marqué Ma Francigena. Déjà, je trouvais que le nom était très joli et ça m'a intriguée et du coup, je me suis renseignée. Et évidemment, quand on a des rêves, je voulais faire la Francigena 3 mois. Et puis, il y a des moments où il faut se rendre compte que 3 mois dans une vie, faut les trouver, mais je pouvais prendre un mois. Et j'ai attendu 13 ans et c'est une des raisons pour laquelle j'écris ce livre, c'est qu'il faut pas attendre 13 ans. Parce que j'attendais de trouver le temps et puis un beau jour, j'ai dit: «Le temps, je vais le prendre» et quand on prépare longtemps à l'avance, moi j'ai eu la chance d'avoir un associé, Gonzague de Blinière, qui m'a dit: «OK, si tu reviens que le 24 septembre, c'est OK, je tiendrai la maison» et puis bon, les enfants étaient grands, j'étais pas dans une situation où on avait besoin de moi nécessairement au quotidien pour changer les couches et bercer le soir. Et donc je me suis dit: «Je pars» et en fait, j'ai rendu ce voyage possible. J'ai pas attendu qu'il soit possible, je l'ai rendu possible et surtout, l'autre raison pour laquelle je voulais témoigner de ce livre, c'est que dans ce livre, c'est qu'il y a pas besoin de rêver de faire l'Everest pour réaliser son rêve. Souvent, moi, j'ai adoré lire, et je lis toujours les livres des explorateurs et des exploratrices, je trouve ça formidable, mais j'envie pas du tout leur vie. Moi, j'ai pas envie de sacrifier ma vie pour un rêve et quelquefois, on a des rêves qui paraissent très ordinaires parce que plein de gens l'ont déjà fait, parce que ça n'a rien de spectaculaire, c'est pas une première face nord, d'une montagne inconnue qu'on va faire et on dévalorise ce rêve, alors que pour soi-même, il est très important. Mm. Et donc, moi, j'avais envie de faire la Francigena, de partir un mois toute seule, de marcher sur ce sentier italien, de découvrir les Italiens. J'adore l'Italie, j'aime la culture, j'aime les gens, c'est des Français joyeux, j'aime la nourriture, j'aime les paysages. Et j'avais envie de m'immerger dans cette Italie, de la découvrir pas à pas. Et c'est pas un rêve grandiose, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'était pour moi mon rêve. Et on a tous des rêves qu'on qualifie de minuscules parce que à hauteur d'humanité, ils paraissent comme minuscules et donc on les fait pas, tout simplement parce qu'on ne leur donne pas la place qu'ils devraient avoir. Partir un mois, marcher seul, ça a rien de spectaculaire. Il y a des millions et des millions de gens qui l'ont fait, mais pour moi, c'était mon rêve. Mhm. Mais c'est chouette ce que tu dis, parce que tu es en train de nous dire que finalement, les rêves valent le coup d'être vécus et qu'il faut oser les mettre dans son emploi du temps, finalement.
Il faut oser les mettre dans son emploi du temps, mais pour ça, il faut leur donner la valeur qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est pas par comparaison à d'autres rêves. Ça peut être le rêve, ça peut être tout simplement de partir 3 jours marcher dans tes belles Cévennes, toute seule, sac à dos, euh, ou euh, se dire je vais lire l'Iliade et l'Odyssée en entier, ou des choses qu'on a envie de faire et considère comme subalternes parce Oui, que ça n'est pas en apparence exceptionnel. Sauf que pour soi, c'est un moment où on accepte de mettre en priorité ce désir profond et de lui donner toute son importance. mhm, Et c'est vraiment de cela dont je voulais témoigner dans ma Francigena, c'est de donner envie à chacun d'entre nous de se dire mais c'est quoi ce rêve que j'ai pas encore fait et que je mets de côté parce que en fait j'ai plein de responsabilités, je suis heureuse comme ça et finalement il est pas si important que ça. Mais si, il est important. mhm. Une, Et il est d'autant plus important qu'il est finalement assez atteignable. mhm. Une bonne chose à noter, hein, pour tous les auditeurs, hein, quel est ce rêve que je n'ai pas encore fait et que je pourrais peut-être faire. Je voulais te poser aussi une autre question par rapport au livre qui m'a frappé quand je l'ai lu. C'est tu racontes que tu voyais en marchant le monde un peu avec des yeux d'enfant. Je voulais savoir, c'est comment de voir le monde avec ses yeux d'enfant? Ah, c'est magique parce que et ça c'est la magie d'être seul, de marcher seul. Mhm. Parce que quand on marche avec quelqu'un, on commente. Tu as vu l'oiseau, tiens, tu as vu cet arbre, sa couleur et tout ça. Et dès le moment où on commente, on prend une distance par rapport à ce qu'on voit. On met des mots, on attend le retour de l'autre, et donc ce qu'on voit prend une, euh, une existence par rapport à l'autre ou par rapport au dialogue qu'on peut avoir. Alors que quand on marche seul, on est en pleine nature, on devient un élément de la nature, et c'est l'oiseau qui me parle. C'est le petit ver de terre qui se balade qui me parle. C'est la feuille qui tremble qui me parle. Mais elle me parle dans sa langue. Elle me parle sans mots. Et donc, on redevient cet enfant qui n'a pas besoin de mots, ça n'a pas besoin de passer au cerveau. C'est, je sens le long de ma jambe une herbe qui me chatouille. Quand je mange une figue, je sens la figue et sa saveur. Et j'ai pas besoin de la commenter. Euh, Tout vient. C'est une autre forme d'incarnation, comme quand on est enfant où l'immédiateté prend toute la place. Et ce qu'il y a de magique quand on marche, c'est que cette immédiateté, elle se renouvelle à tous les pas. Donc on passe de contemplation, d'admiration successive devant une nature qui est à foison, où il y a sous la terre des milliers et des milliers de vies qui nous ignorent complètement et que nous ignorons complètement. Et quand on marche avec quelqu'un, souvent on discute, on parle, et donc on ne voit plus ça. Et quand on marche seul, on peut évidemment être à certains moments perdu dans ses pensées. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se perd, parce qu'on oublie le chemin. Mais très vite, les pensées, au bout de quelques jours, elles se dissipent et elles ne prennent plus toute la place. Et c'est incroyable à quel point on se rend compte en marchant que on est des êtres, enfin en tout cas moi, je suis une grande cérébrale qui pense tout le temps et ça encombre totalement. Et moi, cette marche, elle m'a donné je dis souvent que ça a été un chemin de jouvence. Je me suis retrouvée comme une gamine à danser, à aimer sauter dans les flaques d'eau quand il pleuvait, comme j'avais pas le droit de le faire quand j'avais 10 ans, à chanter, à danser, à rester pendant 5 minutes à guetter une biche qui me regardait dans les yeux. Et comme on n'a que soi à s'occuper, on n'a pas à se préoccuper de savoir où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir, et tout ça. On verra bien. On Mhm. n'a pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, on peut vivre l'instant présent sans aucun souci d'organisation, de prévoir, et puis surtout quand on voyage en Italie, on sait qu'il y aura un village voisin, on pourra toujours demander de l'aide et tout ça. Donc, encore une fois, j'ai pas entrepris d'aller marcher seule dans le désert de Gobi où il faut tout prévoir, quoi. Mhm. Mhm. Oui, tu fais un peu l'éloge de l'instant présent et de l'émerveillement quelque part. C'est l'expérience d'une autre incarnation. Alors c'est dit avec des mots un peu
intelligent, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la marche au long cours nous dépossède de la pensée, nous dépossède de la réflexion, nous dépossède de, de cette intelligence qui trafique tout. Mhm. C'est le corps qui domine, c'est le corps qui te dit quand il a faim, quand il a soif, quand il a envie de s'arrêter, et c'est les yeux qui regardent, tu respires pas simplement avec le nez, mais tu respires avec ta peau, et le corps reprend sa première place. Du coup, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser. Et c'est aussi cette importance pour toi de relier la tête et le corps. C'est ce qui s'est passé pendant le chemin, c'est cette prise de conscience que ta tête et ton corps finalement avançaient en unité. Et Alors c'est ça, mais plus que ça, c'est que c'est le corps qui guérit. C'est le absolument, corps qui guérit la tête. c'est sûr. Et que tu peux venir avec. Moi, je venais pas avec une quête particulière. J'avais juste envie de cette parenthèse joyeuse. J'étais pas dans une quête. Enfin, on est toujours dans une quête d'amour, bien sûr, mais j'avais pas une question métaphysique à répondre ou un grand chagrin à consoler, comme certaines personnes qui voient dans le jeu, dans la marche, et c'est vrai, la marche a un côté très thérapeutique. J'étais pas dans cette démarche-là, mais ce que tu découvres, c'est que le corps te, le fait que de marcher, et la marche, c'est pas un sport, c'est totalement naturel. Tout le monde marche. Enfin, tous ceux qui sont en bonne santé marchent. Donc tu n'es pas en train de faire une épreuve sportive, tu es juste en train de marcher et tu marches à ton rythme, comme tu, comme tu le veux, comme tu l'entends, comme ton corps te dit qu'il le veut et qu'il le sent. Et de mettre le corps à la première place, remettre tes pensées à leur place, c'est-à-dire leur juste place. C'est-à-dire que ce ne sont que des pensées. Et que quand tu es englué dans tes pensées, tu ne vis pas l'instant présent. Tu ne vis pas ce qui est en train de se passer là, à l'instant. T'entends pas l'oiseau qui chante, t'entends pas la rivière qui coule, t'entends pas le piano la musique du piano qui sort d'une fenêtre. Alors que quand tu laisses ton corps, bah, euh, la vie venir à toi, la vie te nourrit d'une façon incroyable. Elle t'apporte tout. Tes pensées t'empêchent de laisser la vie te pénétrer. Et alors du coup, avec cette expérience que tu as vécue pendant ce chemin, où tu as vraiment goûté à l'instant présent, est-ce que quand tu es revenu, où le rythme de ta vie professionnelle, personnelle, familiale est reparti, est-ce que tu as réussi à garder cette unité et cet émerveillement que tu pouvais avoir avec les choses qui sont autour de toi? Alors le retour est toujours un peu brutal, hein, parce que surtout moi j'avais étiré les choses en longueur, donc je suis rentrée un dimanche soir et j'ai repris le travail le lundi matin. Donc j'avais l'impression d'une espèce d'être dans un nuage de buée et que les choses ne m'atteignaient pas vraiment. Donc euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un voyage après le voyage, mais tu sais que ça existe. Mhm, Tu l'as vécu et tu sais que tu peux y revenir. mhm. Alors, ça n'empêche pas les tempêtes intérieures, ça n'empêche pas toutes tous les trémolos de l'âme et du cœur bien sûr, et puis les choses de la vie. Mais tu sais qu'il existe quelque part au fond de toi, et ça se situe pas dans la tête, ça se situe pas dans le corps, ça se situe dans le ventre, dans le bas du ventre. Cette force vitale, j'allais dire animale, qui te ramène à la joie pure, à la vraie joie, parce que c'est tout simplement la joie d'être vivant, d'être incarné. Je reviens à ce mot d'incarnation, c'est d'ailleurs ce que, c'est le message évangélique. Hein. Mhm. C'est, et l'avantage, c'est que tu le découvres sans être obligé de faire des études de théologie. Tu vois, Bien sûr. donc oui, bien sûr, mais tu sais que ça existe. C'est- c'est- on se change pas. Hein. Moi,
Je reste une cérébrale, une curieuse, une agitée du bocal. Je vais pas ça m'a pas transformée, mais ça m'a donné ça m'a donné cette paix très profonde, au-delà de toutes les orages et les tempêtes que, oui, ça existe et c'est tout simple. Tu n'es pas défini par tout ce que tu as construit. Mhm. Tu n'es pas défini par tout ce que tu as fait, tu n'es même pas défini par les enfants que tu as mis au monde. Tu reviens à ton essence première et d'y revenir tous les matins, ça te donne une puissance créative et un appétit de vie qui est juste formidable. Ça te libère de tout ce que tu as, de tout ce que tu as construit, de tout ce que tu as bâti. Donc, En lisant ton livre, donc tu racontes jour par jour ce qui s'est passé sur le chemin et à la fin, il y a un petit abécédaire qui m'a particulièrement plu. Et en fait, j'ai envie de lire un petit passage donc, à nos auditeurs. C'est le cas de Kilo. Alors, on ne va pas parler ici du poids du sac, ni des kilos superflus que la marche pourrait permettre de perdre, à condition de ne pas trop succomber aux délices culinaires italiens. Je veux évoquer les kilos invisibles qui pèsent bien plus lourd qu'un sac à dos mal ficelé. Nous sommes des êtres de mémoire, celles dont on se souvient et celles qui vivent en nous. Et j'ai beaucoup aimé ce passage. oui, c'est un peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, c'est que la marche t'allège de tout ce qui, de toutes tes peurs en fait. On dit souvent que le sac à dos que tu portes, le poids de ton sac à dos et le poids de tes peurs. Et au fond, dans la vie, tu as deux sentiments, tu as l'amour et la peur. Et la peur, elle se traduit par pas simplement l'angoisse ou l'anxiété, mais ça peut être la jalousie, le regret, le remords, la tristesse, la colère, enfin toutes les émotions qui nous passent, hein, tous ces nuages qui nous cachent le soleil sont en réalité des peurs. Et la marche te permet, à un moment donné, parce que tu es prêt, à aller affronter des peurs ou des traumatismes que tu as eus, que tu as refoulés, que tu n'as pas voulu voir parce qu'ils étaient trop lourds et trop gros. Et moi, je le raconte dans mon livre, mais j'ai eu un jour, c'est venu sans crier gare, une nuit qui n'avait rien à voir avec parce que j'avais le cafard du voyage et tout ça, mais où m'est venue une espèce de tristesse, d'angoisse abyssale qui était liée à une part de ma vie que je ne voulais pas voir en face parce que c'était trop gros, trop lourd et tout ça. Et c'est venu à un moment, au bout de 3 semaines, où j'étais prête à la recevoir. Et le matin, j'avais la tête vraiment dans le brouillard. J'ai commencé à marcher et je voyais mes jambes allègres qui marchaient et ma tête qui dodelinait au sommet de. Alors pour le coup, c'était pas du tout aligné. Et c'est un peu comme, tu sais, quand tu mets du sucre dans l'eau, le sucre disparaît, ou tu mets du sel dans l'eau. Le chagrin, il s'est dissipé avec les nuages du matin. C'est comme si ça se dissolvait. Cette peine que tu n'avais jamais réussi à affronter, à confronter, tout ça, le corps t'emmène, il est allègre, il est joyeux et il est heureux de continuer le chemin. Et en fait, il te nettoie de ce kilo, ce poids que tu traînes depuis des années et des années parce que tu n'as jamais osé le confronter. Et ce dénudement te permet d'aller visiter des recoins de ton cœur ou de ton âme ou de tes traumatismes, parce qu'on a tous des traumatismes, que tu caches bien profond, empilés sous plein de choses, et qui là réapparaissent parce que c'est le moment et que tu peux aller leur dire de s'en aller. Donc Mhm. tu leur dis au revoir. Mhm. C'est génial. Tu sais, je suis formée en traumato et en fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille et quand j'accompagne des personnes. C'est-à-dire, c'est libéré par le corps, c'est le défigé. En fait, le Oui. corps avec des événements un peu traumatiques ou qui nous ont traumatisés, ça peut être des phrases, des mots, des images, et en fait sont venus bloquer corporellement. D'ailleurs, c'est maintenant, on le sait, physiologiquement, ça se passe dans le système nerveux autonome, et il y a quelque chose qui s'est figé
Et à côté de ça, le cerveau est aussi prêt à travailler ces défigements. Et du coup, quand tu te mets en contexte, et ben en fait, tu arrives à libérer tout ça. Mm. Et du coup, ce que tu décris, cette espèce de dissipation physique, c'est exactement le travail qu'on fait en traumato. Et tu le ressens physiquement. C'est exactement ça, un Tu vois, espèce l'espèce de d'apaisement. boulet que tu lâches enfin parce que t'as réussi à l'évacuer physiquement. Tu as pu faire des thérapies, des choses comme ça. Tu sais que mentalement, tu as compris et tout ça, mais tu as besoin de l'évacuer physiquement. Absolument, absolument. Il y a un trauma, Et mais ça reste dans le corps. pour ça, enfin moi, la leçon que je tire, c'est que c'est quand même, il faut de la marche au long cours. Ça vient qu'au bout d'un moment, Oui, quand quand t'as lâché prise, en fait. oui, exactement, exactement. Allez, je change de regard. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer à la deuxième partie de notre interview avec nos petites questions. Alors, la première d'entre elles, c'est Clara, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Alors moi, j'aime beaucoup l'aube. J'aime le matin. J'aime le matin parce que tout est possible. Je sais pas de quoi sera fait la journée. Et j'aime ce réveil. Et puis quand, surtout en cette saison, quand il y a le soleil qui perce entre les persiennes, et ben, c'est un nouveau jour qui se lève, et ça me rend vraiment, vraiment heureuse. La curiosité de ce qui va se passer dans la journée. Oui, j'aime beaucoup l'idée que on dit tout souvent qu'on est nu, qu'on meurt nu, mais en fait, tous les matins, on est nu. Et la journée, elle peut être très différente selon la façon dont tu l'abordes, tu la prends, tu l'accueilles. Et donc, moi j'ai un petit cérémonial le matin, c'est que je prends toujours mon petit déjeuner dehors, même en hiver. Donc, je prépare mon petit déjeuner, je mets la doudoune, j'allume une bougie quand il fait nuit. Mais je vais célébrer le jour qui vient en prenant mon petit déjeuner dehors. Et je recommande à tout le monde de le faire, même si on n'a qu'un balcon. Parce que le matin, on n'a pas froid, on a froid. Puis ça dure pas très longtemps, un petit déjeuner. Mais c'est un moment de célébrer juste le bonheur de la journée qui vient. Et les jours où il pleut, t'as ton parapluie? Alors c'est les seules fois où je ne petit déjeune pas dehors, c'est quand il pleut à verse le matin, mais c'est pas très souvent, hein. Ça doit arriver peut-être 5-6 fois dans l'année, mais pas plus. Mais pas plus. Mhm. Joli cérémonial. Notre deuxième question, Clara, une valeur humaine qui te rend heureuse? Ah, une valeur humaine. Alors moi, j'aime pas beaucoup les analyses morales ou les jugements ou donc si je te dis l'honnêteté, la générosité, tout ça, pour moi, c'est des mots. Moi, il y a qu'une seule valeur humaine qui compte, c'est l'amour. Il y en a pas d'autre. C'est d'aimer, d'apprendre à aimer tout le temps. On apprend sans cesse. On est des éternels apprentis de l'amour qui m'accrochent. Il y a des valeurs que je n'aime pas. Par exemple, je n'aime pas l'honneur. Ça peut paraître très iconoclaste, mais pour moi, l'honneur, c'est ce qui permet de bâcher les femmes, c'est ce qui permet de justifier les guerres. C'est une manière élégante de parler d'orgueil bafoué. Donc, pour moi, c'est l'honneur. Alors après, je comprends que on parle de l'honneur d'aller au combat, mais c'est pas l'honneur, ça. C'est, c'est, c'est de la générosité, c'est d'aller sauver les vies des autres. Mais pour moi, c'est pas de l'honneur. Et notre troisième question, Clara, un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors, c'est un souvenir très fort d'un matin, toujours un matin, c'est bizarre, mais au bord d'une falaise où il y avait un paysage qui ressemblait au Negev. J'étais avec une personne que j'aimais beaucoup et je revoyais On parlait de toute l'humanité. C'est un moment où j'ai eu le sentiment d'embrasser notre condition humaine et de pouvoir la partager avec quelqu'un. Mais il y a eu plein de moments des moments très heureux. C'est ces émotions qui te prennent extrêmement fort. Moi, quand je fais une fois, j'ai fait une conférence aux EDC. Il y avait 2500 personnes et il y avait un évêque, enfin des gens religieux très, très. Pour nos auditeurs, les EDC, c'est entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Ouais, pardon, il y avait des gens qui étaient très experts de la foi et donc ils m'avaient demandé de témoigner en ouverture et je leur ai demandé de fermer les yeux et je leur ai dit: «Est-ce que vous pouvez, penser à un souvenir, un moment qui vous a rendu heureux?» Et vous regardez cette scène et après vous regardez la scène de loin et vous regardez la personne que vous étiez dans ce moment où vous étiez heureux et vous regardez cette personne et vous l'aimez de façon inconditionnelle. Et après, je leur ai demandé d'ouvrir les yeux et je leur ai dit: «Vous savez, ce moment-là, ça peut être un moment qui s'est passé hier ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est un moment, qui peut être, un moment prévu parce que c'est un mariage ou une naissance ou quelque chose qui vous a surpris, qui vous a» et je ne sais pas quel moment c'est, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 3 ingrédients dans ce moment heureux. Le premier, c'est la surprise, parce que même si c'est un moment que vous avez préparé, vous avez une émotion qui vous a prise et auquel vous ne vous attendiez pas. Le deuxième, c'est la rencontre avec quelqu'un, avec un paysage ou avec vous-même. C'est un moment de rencontre. Et la troisième, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas regardé en vous disant: «Je suis mal coiffée, je suis moche, je suis bête, je suis ceci, je suis cela». Vous étiez complètement dans ce moment. Et c'est ça les moments heureux, c'est des moments qui sont gravés dans ta mémoire parce que, ils t'ont surpris, c'est une rencontre et tu étais pleinement toi-même. C'est très beau et très, très juste. Notre question suivante, ton secret pour être heureuse, Clara? Ah, si j'avais la potion magique, j'aimerais le savoir. Non, je crois être heureux, ça n'est pas être tout le temps joyeux, ça n'est pas être tout le temps bien. Être heureux, c'est savoir être mal, traverser des périodes difficiles et d'être quand même heureux. Heu et et au fond, j'allais dire que le secret d'être heureux, c'est tout simplement dire merci. C'est la gratitude. Gratitude. La gratitude d'être vivant, la gratitude d'être, de pouvoir, vivre cette expérience, magique, étrange, douloureuse, souffrante, aimante, qu'est la vie. C'est juste un cadeau extraordinaire qui nous est donné. Donc, oui, je pense que le secret pour être heureuse, c'est de dire merci. Et hop, je me lance. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur, Clara? Les 3 synonymes de bonheur, je pense que c'est, le partage, partager. Partager, ça peut être partager, comme on le fait dans cette conversation, ça peut être, partager des biens, c'est partager, des moments. Heu, le secret du bonheur pour moi, c'est les moments de c'est les moments de qualité. C'est d'être, présent à l'autre, présent à soi-même, présent à l'autre, présent au monde et présent à Dieu, quand on croit en Dieu. C'est ça, je pense que c'est tout le temps se rappeler que la présence, la présence, à l'instant présent, mais la vraie présence, c'est vraiment un des secrets du bonheur et j'allais dire le 3e, c'est d'être, comme l'oiseau sur la branche, ne pas se préoccuper de demain. Demain viendra bien et puis, moi j'aime beaucoup, c'est une phrase que je reprends très, très souvent. C'est une radioscopie de Jacques Chancel, donc c'est très, très vieux. C'est une radioscopie de Jacques Chancel, avec Jacques Brel. Et Oui. Jacques Brel, qui était un affreux misogyne, était quand même un génie. Et Jacques Chancel avait cette habitude au moment de la fin de sa radioscopie, au moment où il y avait le générique, de poser une question qui était tellement difficile à répondre, qui aurait mérité une thèse de 3 pages et tout ça. Et avec sa belle voix, Jacques Chancel demande à Jacques Brel: «Jacques Brel, c'est quoi votre idéal?» Et tu as le générique qui commence. Et Jacques Brel répond un mot, il dit: «Essayez». Et ça, je crois que c'est le secret du bonheur, faut toujours essayer. Et notre dernière question, Clara, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Pour qu'il soit plus heureux, d'abord qu'il s'aime de façon inconditionnelle. Donc tellement Mais avec, ses défauts, avec ses pièges, avec tout ce qu'on a de maladroit, d'insuffisance, et d'aimer autant, ses insuffisances et ses fragilités parce que c'est là où l'amour vient nous rejoindre.
Donc de toujours le penser, d'arrêter de se critiquer, s'interdire de se critiquer. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. On ne se critique pas. On connaît, on est tous des êtres d'une imperfection absolue, j'allais dire. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de ne jamais renoncer à sa quête. Parce que la quête, c'est ce que dit très bien Christian Bourbin, c'est que c'est l'amour qui manque à tout amour. L'amour, c'est à la fois le plein et le vide. Et c'est ce vide qu'on a en soi qui nourrit l'amour. C'est pas d'être comblé d'amour, c'est de nourrir ce vide et donc de ne jamais arrêter cette quête et de ressentir ce vide d'amour qui est en nous, qui est le chemin de tout amour. Ça paraît théorique, mais en fait, on le vit dans sa chair. Le troisième, il va être très pratique. C'est ce que ma mère disait toujours, c'est qu'on n'est plus fatigué par ce qu'on n'a pas fait, que ce qu'on doit faire, que ce qu'on a fait. Donc jamais remettre à demain ce qu'on doit faire, le faire maintenant. Et puis s'en débarrasser, c'est fait. Et on peut passer à autre chose. J'aime bien, je trouve ça génial. Génial, vraiment, on n'est plus fatigué parce qu'on n'a pas fait. Ma mère disait toujours ça, on est toujours plus... Et c'est vrai, quand tu rumines le fait, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela et tout ça, tu te rends compte que quand tu le fais, finalement, c'était beaucoup moins fatigant que d'y penser. Et ce que je dis aussi, si je rebondis sur ce que tu partageais sur le fait de ne pas se critiquer, moi, ce que je dis souvent, c'est parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Parce que si vous parlez à votre meilleur ami comme parfois vous parlez à vous-même, vous auriez un carnet d'adresses bien vide. Et du coup, je trouve que cette comparaison, elle est intéressante. Voilà, je suis mon meilleur ami. Comment est-ce que je prendrai soin de mon meilleur ami, même dans les moments de doute, même dans les moments où je me trouve pas forcément génial, où j'ai des manques, des imperfections, des limites. Et les accueillir comme on accueillerait son meilleur ami. Ça, c'est une très belle remarque. Moi, ce que je trouve aussi, encore, qui moi, m'aide beaucoup, c'est que c'est au cœur de la fragilité que l'amour vient te chercher. C'est jamais quand t'es fort. C'est sûr. Et c'est toujours là qu'il vient te chercher. C'est quand t'es au fond du trou, tu sais plus faire quoi de toi, et que je sais pas, tu souffres parce que t'es malade, parce que les choses te tombent dessus et que tu comprends rien de ce qui t'arrive. C'est dans ce moment d'apparent désastre que si tu l'accueilles, l'amour vient te chercher. C'est certain. C'est jamais dans les périodes de gloire. Merci beaucoup, Clara, de tout cet échange. Je rappelle ton livre que j'incite tout le monde à lire, Ma Francigena, donc ce parcours que tu as fait au cœur de l'Italie, donc qui est paru aux éditions à part. L'éditeur à part, qui est un jeune éditeur très talentueux et qui démarre. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et qui a fait un très joli livre parce qu'il y a mis des photos, il y a mis mes dessins. La couverture a été dessinée par mon gendre Gonzague de Pince, mais ils en ont fait un très bel objet et c'est une maison d'édition toute jeune mais qui est très talentueuse. C'est formidable. Alors nous avons la particularité à Bulle de Bonheur, c'est que nous terminons toujours par une citation, alors qu'on appelle la petite mousse. Alors j'en ai trouvé une que je trouve assez intéressante, qui est de la part d'un homme contemporain, d'un Congolais contemporain qui s'appelle Jacques Netka Bokolo, et qui nous dit: si on ne peut avancer tout en ayant un pied dans le passé, on ne peut non plus avancer lorsqu'on n'a pas de passé. Intéressant. Une bonne petite méditation, et puis par rapport à la marche, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Donc écoute, merci beaucoup Clara. Merci Raphaël. De tout cet échange, et puis avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.